le quatrième et dernier atelier de la session, de cette session. Donc ça sera l'exploitation et la post-exploitation. Donc les deux dernières étapes d'un test d'intrusion. Donc en introduction, donc le sommaire, donc en introduction, je vais rapidement dire où on en est dans le test, dans notre test d'intrusion. Ensuite, je vais vous montrer donc le framework Metasploit. Donc on va pirater une machine vulnérable sur Linux. Et ensuite le challenge, donc ça sera la même chose mais sur une machine Windows XP. Donc je fournirai les solutions toujours à la fin, mais idéalement faites-le tout seul. Ensuite 7, donc deuxième partie, donc ça sera sur 7, donc Social Engineering Toolkit. Donc je vais vous montrer comment faire du spear phishing avec, et puis comment cloner un site web quoi. Troisième partie, ça sur N4. Donc on verra comment faire un shell, un shell à distance avec cet outil. Et puis donc il y aura toujours un challenge à la fin. Donc vous devrez faire un revers shell quoi. Et puis dernière partie, donc ça sera sur le craquage des mots de passe. Donc je vais commencer par la théorie, donc comment les mots de passe sont stockés sur les machines. Quelques techniques de craquage de mots de passe, et puis ensuite on verra, donc on commencera avec l'outil de craquage en ligne, donc Hydra. Et puis on finira avec H4 et OPH crack pour les Rainbow Table. Voilà. Là, dans l'étape précédente, on a scanné donc nos cibles, on a trouvé, on a décelé des vulnérabilités dessus. Donc la prochaine étape, donc c'est les exploiter quoi. Donc l'étape d'exploitation, donc ça consiste principalement, enfin le plus souvent, à obtenir le contrôle d'une machine avec avec un maximum de privilèges, donc idéalement avec les droits administrateurs. Puis donc pour la post-exploitation, donc c'est une fois qu'on a exploité la machine, une fois qu'on a pris le contrôle dessus, ça consiste donc à maintenir un accès à cette machine, donc à l'aide donc d'une backdoor entre autres. On peut aussi recueillir les mots de passe de la machine pour les craquer et obtenir d'autres informations sensibles sur le système quoi. Donc donc ça c'est l'étape qui vient après l'exploitation. Donc là ce qu'il faut bien prendre en note quoi, c'est que le scannage de vulnérabilité ça reste assez passif comme action, alors que l'exploitation ça va vraiment jusqu'au bout quoi. Donc l'action est beaucoup plus active quoi. Donc et donc les dommages donc qui soient intentionnels ou non intentionnels sont les risques de dommages intentionnels ou non intentionnels sur la cible sont donc beaucoup plus grands quoi. Donc ça quand on passe à l'étape d'exploitation, faut bien savoir ce qu'on fait quoi. Euh, voilà. Donc Metasploit. Donc c'est un framework qui est un framework d'exploitation, je pense que c'est le plus populaire en ce moment. Donc il est codé en Ruby, il est open source gratuit et installé par défaut dans Kali quoi. Donc il dispose d'une très grosse communauté et sa base d'exploits est très souvent mise à jour quoi. Je pense tous les 3-4 jours il y a toujours de nouveaux exploits qui sont ajoutés dans la base de données. En ce moment, il y a un peu plus de 1500 exploits disponibles dans la base de données, quoi. Donc, pour lancer Metasploit, la première chose à faire, c'est d'abord lancer le service PostgreSQL, donc avec cette commande-ci. Donc, PostgreSQL, c'est le HGBD utilisé par Metasploit, donc c'est le gestionnaire de base de données.
Donc il faut lancer le service avant tout. Ensuite, donc moi j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai déjà lancé j'ai déjà initialisé ma base de données, mais si c'est la première fois que vous lancez Metasploit, il faut exécuter cette commande. Voilà. Donc pour moi, ça m'affiche ce message, mais normalement pour vous, ça va créer les tables pour utiliser Metasploit ensuite, quoi. Une fois fait, on peut lancer Metasploit avec cette commande. Donc ça prend un peu de temps à se lancer. Euh, voilà, donc là on voit que Metasploit est en cours de démarrage. Voilà, donc là on voit, donc il y a toujours une image de ce genre qui s'affiche là, et puis ensuite on a donc la liste des exploits, donc 1600, avec d'autres les auxiliaires, ce genre d'affaires quoi, le nombre de payloads aussi qu'il y a disponible quoi. Maintenant, il est recommandé de toujours faire un update de la base de données, comme c'est très souvent mis à jour, pour avoir vraiment les derniers exploits, les derniers exploits disponibles quoi. Voilà, euh, une fois que la mise à jour, l'update a été fait, on peut vérifier donc si la base de données est bien, voilà, est bien connectée à Metasploit. Donc si vous voyez ce message, c'est que tout est correct, quoi. Donc ensuite, donc une fois que Metasploit est lancé, donc on va pouvoir rechercher donc un des exploits correspondant au résultat de Nesus, donc un rapport de Nesus. Donc là on a une partie du rapport de Nesus sur la machine métasploitable, donc disponible à cette adresse-ci. Donc nous on va donc chercher des informations sur cette feuille-ci pour voir si elle est disponible dans la base de données de Metasploit. Donc pour ce faire on va exécuter cette commande. Donc cherche une real ARCD. Voilà. Donc ici on a exécuté cette commande. Ça peut prendre plus ou moins de temps si le cache est construit ou pas. Donc faut être patient. Ensuite normalement vous avez ce résultat-ci. Donc le nom, le chemin de l'exploit dont on va avoir besoin tout de suite après. La date de découverte de la faille, donc qui date de 2010, le rang qui est excellent. Donc plus le rang est élevé, plus les chances de réussir l'exploit sont élevées. Et puis une brève description qui correspond la plupart du temps à ce qu'il y a ce qu'il y a sur Nessus aussi quoi. Donc à quoi correspond la, la, l'exploit, la faille quoi, la vulnérabilité. Donc donc ensuite on va donc charger l'exploit donc avec donc avec la commande use. Donc on va charger l'exploit avec comme ceci, donc en chargeant tout le paf. Voilà. Si vous voyez ça en rouge, ça veut dire que c'est correct quoi. On a bien chargé l'exploit quoi. Donc la suite, ça sera d'utiliser donc un payload quoi. Donc qu'est-ce qu'un payload? Donc un payload, ça correspond à l'action qu'on souhaite faire sur le système qu'on va compromettre quoi. Donc en gros, on peut ajouter des utilisateurs, installer un logiciel ou ouvrir une backdoor ou un shell quoi. Voilà. Donc la plupart du temps, c'est un shell qu'on va ouvrir sur la machine distance. Et pour ça, il y a deux méthodes, donc le bin shell et le reverse shell. Donc le bin shell c'est la méthode classique on va dire quoi. Donc
C'est la machine B du pirate, donc, qui se connecte directement à la machine A pour ouvrir son shell, quoi. Le problème, c'est que la plupart des pare-feux bloquent ce type de connexion. Donc pour éviter ça, on va utiliser plutôt la deuxième méthode, le reverse shell, qui lui c'est l'inverse, quoi. C'est la machine A qui se connecte à la machine B. Donc on force pour ça la machine A à se connecter à nous, quoi. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un reverse shell, quoi. Donc ça dans le but de contourner les pare-feux. Vu que il filtre beaucoup moins les connexions sortantes que les connexions entrantes. Voilà. Donc maintenant avec Metasploit, donc la première chose à faire, c'est de voir tous les payloads qui sont disponibles, donc avec cette commande-ci, show payload avec un S. Donc le temps qu'il cherche dans la base de données, ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà. Donc là, on en a quelques-uns. Donc bind, comme c'est un shell bind qu'on a vu tout à l'heure, et reverse, donc c'est pour le reverse shell. Donc nous, on va charger le payload cmd Unix reverse pour ouvrir un reverse shell sur la machine distance. Voilà, donc on a bien chargé le payload. Maintenant, on va voir les options qui sont disponibles, la liste d'options disponibles sur ce payload. Voilà, et puis là, on voit que les deux qu'on doit paramétrer nous-mêmes, c'est rhost et lhost. Donc rhost pour remote host, donc l'IP de l'adresse cible, et localhost, donc l'IP local, donc notre adresse IP. Donc pour ce faire, on va utiliser donc set rhost, donc 10.10.20.103, et la même chose avec lhost, donc là c'est notre IP 10.10.10.198, donc avec ifconfig vous voyez quelle est votre adresse IP. Voilà, donc là tout est paramétré. Maintenant il ne reste plus qu'à lancer l'exploit avec notre payload, et c'est censé fonctionner. Voilà, donc tout se lance. Donc c'est en cours, quoi. Voilà, donc normalement, là on voit pas le dollar, tout ça, le shell key, mais normalement, si je mets ls, voilà, là j'ai la commande qui s'exécute sur la machine distance. Si je mets où, voilà, je suis route, donc j'ai tous les droits dessus, donc c'est parfait. Donc voilà, donc j'ai vraiment piraté la machine. Là je suis dessus, je peux faire ce que je veux, quoi. Voilà. Donc maintenant on va voir ce que est Meterpreter. Donc en fait, avant que vous vous lanciez dans le premier challenge, donc Meterpreter c'est un outil de post-exploitation, donc c'est un des plus connus, donc c'est un shell qui nous permet d'effectuer beaucoup d'actions simplement. Donc par exemple, on peut sur n'importe quel système qu'on a compromis, c'est-à-dire du Windows, du Linux ou autre, on peut, si on a un reverse Meterpreter, on peut utiliser les commandes de base Linux. Avec cette commande, on peut ouvrir donc l'éditeur de texte Vim. On peut faire hdump pour avoir le fichier pour afficher le nom d'utilisateur et les mots de passe stockés dans la cible, et puis des commandes aussi pour faire avoir un keylogger, quoi. Voilà, donc ouvrir un shell Meterpreter sur une machine cible, c'est vraiment un must, quoi. C'est vraiment bien, c'est l'idéal, quoi. Donc si on a la possibilité de le faire, on le fait, quoi.
Voilà, donc pour en savoir plus, vous pouvez consulter ce livre-là, qui est, je pense, une référence. Donc Metasploit, The Penetration Tester Guide. Il est disponible à la au lab, là, dans notre petite bibliothèque. Voilà. Maintenant, c'est à votre tour de mettre la main à la pâte. Donc, en piratant cette machine, donc 10.10.20.106, vous avez le rapport de Nessus ici, donc avec les failles, quelques failles vulnérables, et quelques failles critiques. Euh, faites ce que j'ai fait avant, donc la recherche des exploits, l'utilisation de l'exploit, chargement d'un payload et lancer l'exploit pour pirater la machine. Il y a un flag dessus, donc voilà, donc vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce premier challenge, quoi. Voilà, donc je vais donner la solution pour le premier challenge, donc comment pirater la machine de Windows XP avec Metasploit. Donc là on voit dans notre rapport, donc on a 4 failles critiques, donc je vais en chercher une dans Metasploit. Donc je vais chercher une des plus connues qui est la MS08067, donc ça c'est le nom du patch qui corrige la faille. Donc là on a toutes les informations sur cette vulnérabilité. Donc je vais la charger sur Metasploit. Hop, voilà, donc là je l'ai chargé. Maintenant je vais montrer la liste des payloads dessus. Ça prend un peu de temps parce que il y a beaucoup de payloads pour cette vulnérabilité. Voilà, donc là pour un premier test, je vais utiliser un payload qui va ouvrir un VNC Viewer, quoi. Donc je vais utiliser ce payload là. Voilà, donc je vais le charger. Hop. Voilà, donc là je vais montrer les options. Voilà, donc c'est toujours voilà, c'est comme pour Linux. La machine Linux qu'on devait hacker, on doit configurer rhost et localhost. Donc rhost 10.10.20.106 et donc là c'est l'IP, votre IP, donc pour moi ça sera 10.10.198. Voilà, maintenant je peux lancer l'exploit. Voilà, donc là on a le bureau on voit le bureau de la victime, donc avec le notepad ouvert avec le flag dedans. Voilà, donc ça c'est pratique pour les néophytes qui comprennent pas trop ce que c'est un shell. Donc là ils voient clairement visuellement ce qu'on peut faire avec une machine qui est vulnérable, quoi. Mais pour des pirates ou des hackers, quoi, on préférera avoir un shell métapreteur, quoi. Donc je vais remontrer la liste des payloads. Voilà, donc là je vais chercher Meterpreter. Donc voilà, donc là on a notre verse Meterpreter. Voilà, donc là on y est. Voilà, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Hop, donc je vais le charger. Voilà. Normalement, si je monte dans les options, c'est à peu près voilà, ça n'a pas changé. Donc là j'ai plus qu'à lancer l'exploit. Voilà, donc maintenant le shell interpréteur est ouvert. Voilà, donc là en lançant une commande ls, donc là je vois le flag ici.
Donc là je suis directement dans le bon chemin, le bon paf là, mais si vous le faites vous serez pas forcément là-dessus directement quoi. Donc il va falloir un peu naviguer en utilisant les commandes de base là. Donc là je vais afficher le flag. Voilà. Voilà, donc là on a le flag ici, donc tout va bien quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour le premier challenge. Maintenant je vais passer à Social Engineering Toolkit. Donc je vais faire une rapide introduction sur qu'est-ce que est l'ingénierie sociale. Donc l'ingénierie sociale, ça consiste à donc exploiter donc la faiblesse humaine, la naïveté des gens, ou leurs bêtises parfois. Donc pour leur soutirer des informations confidentielles, des biens, des services, des mots de passe, voilà, tout ce genre d'affaires quoi. Donc ça reste toujours un moyen simple et efficace d'obtenir, de pirater une machine quoi. Comme vecteur d'attaque, on verra donc un des plus connus, l'hameçonnage, donc le phishing. Sinon, vous pouvez consulter ce bouquin, Social Engineering, The Art of Human Hacking. Ça fait pas mal le tour sur les techniques de social engineering. Sinon, pour le tool 7 Social Engineering Toolkit, il y a un chapitre sur le livre de référence de Metasploit. Il y a un chapitre consacré à cet outil quoi. C'est Social Engineering Toolkit, donc ça permet de faciliter les attaques par ingénierie sociale, donc ça les automatise, puis ça les rend crédibles aussi quoi. Donc pour lancer ça sur Kali, c'est assez simple. Donc c'est installé par défaut sur Kali. Euh, voilà, donc c'est le tout de kit. Donc voilà, donc là on a ensuite le menu. Donc là on va voir qu'est-ce que est le phishing, donc hameçonnage en français. Donc ça consiste à se faire passer pour un tiers de confiance comme une banque, un gouvernement ou autre, dans le but d'obtenir des renseignements confidentiels quoi, donc comme mot de passe, NAS, numéro de carte de crédit, etc., etc. Cette technique s'effectue souvent en envoyant des courriels massivement par spam quoi. Puis le spear phishing, donc ça c'est une variante de l'hameçonnage qui lui se focalise seulement sur un nombre limité d'utilisateurs quoi. Donc on pourra comme ça personnaliser fortement le message dans le but de le rendre le plus crédible possible pour les cibles et donc augmenter nos chances de succès quoi. On a un serveur SMTP vulnérable dans notre lab. C'est la machine 10.10.20.105. Aucun antivirus, il n'y a aucun antivirus dessus, donc tout est désactivé. Tous vos payloads passeront dessus. On peut accéder donc au webmail via cette adresse là, ici. Puis là, on a deux comptes disponibles dessus. Donc un qui nous permettra d'attaquer notre cible. Puis ça c'est le courriel où on va envoyer nos payloads quoi. Donc le courriel la victime quoi. Donc c'est le même mot de passe. Voilà, il suffit de se connecter pour voir les résultats. Il suffit de se connecter sur ce compte pour voir si nos payloads ont bien été envoyés quoi. Voilà. Là, en ayant ouvert 7, donc je vais rentrer les commandes suivantes. Donc je choisis d'abord Social Engineering Attack. Donc là, je choisis Spear Phishing. Donc la Perform Mass Email Attack. Donc là, il y a plusieurs payloads disponibles. Moi, je vais utiliser un PDF avec un exécutable embedded dedans. Donc, hop, voilà.
Là je vais donc là pour la démo, je vais utiliser un PDF vide. Et là le type de payload que je vais utiliser un reverse Windows reverse TCP shell. Donc je vais plutôt utiliser le Meterpreter reverse TCP. Voilà. Donc là je vais mettre mon IP 10.10.198. Je laisse par défaut 443 le port de l'HTTPS. Donc, voilà. Donc là c'est en train il est en train de générer le payload. Donc voilà, donc il est en train de générer le payload, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc moi je vais garder le nom par défaut. Donc ensuite je vais utiliser seulement pour attaquer une seule adresse email. Ensuite voilà, donc je vais utiliser des templates déjà prédéfinis. Donc on voit la liste. Donc moi je vais utiliser n'importe lequel fera l'affaire quoi. Je vais utiliser tiens le 10. Donc là il faut que je mette le mail, donc le compte qu'on a vu tout à l'heure, soit celui-là, voilà, @acme.clubhacking.org, voilà. Donc là je vais utiliser mon propre, donc on a notre propre serveur, donc là avec, là on peut mettre ce qu'on veut, mais je mets toujours la même adresse que l'adresse l'adresse du destinataire quoi. Mais ici on peut changer ça quoi. C'est ce qui va s'afficher dans le courriel de la victime. Voilà. Donc là je peux mettre n'importe quoi. Donc on va mettre ça. Ça. Donc là je mets donc donc là il faut vraiment mettre la bonne adresse mail pour ça, pour à partir d'ici. Voilà, puis là je rentre le password. Voilà. Puis là il faut entrer donc notre IP du serveur, donc 10.10.20.105. Voilà, donc là par contre ici il faut faire attention de ne pas utiliser le port par défaut, mais sur notre serveur utilise le port 587. Donc là vous pouvez mettre oui ou non, c'est pas important, c'est pour mettre le flag de haute priorité. C'est pas très grave. Pour la démo je le mets pas. Là pareil, je mets pas voilà, donc là notre serveur le TLS ne supporte pas. Donc là le listener ça va lancer Metasploit. Voilà. Puis là on voit ici que le courriel a bien été envoyé. Donc là j'attends que Metasploit s'ouvre. Je vais maintenant me connecter. Hop, voilà, donc là je vais me connecter sur l'adresse courriel de la victime. Voilà, donc là j'ai fait plusieurs tests avant, mais là on voit que le nôtre a bien été envoyé avec le PDF ici quoi. Donc là comme je suis sur Linux, mon payload ne pourra pas être exécuté. Là on voit que Metasploit a été lancé. Maintenant je vais ouvrir donc ma machine Windows. Voilà, donc là je suis sur ma machine Windows. Donc je vais télécharger le fichier.
Voilà, il est là. Donc je télécharge le fichier. Hop. Voilà. Hop, il est ici. Donc c'est vide. Et hop, voilà. Donc là on voit ici donc notre payload qui essaye de s'exécuter. Donc si le client s'y connaît pas trop, il s'en fout, il va certainement cliquer sur Open. Voilà, donc là ça ouvre. Voilà, donc là, hop. Voilà, donc là ça ouvre. Voilà, c'est censé ouvrir un shell. Malheureusement ça s'arrête là parce que j'ai jamais réussi à ouvrir un reverse shell en exécutant le payload de base avec 7. Donc, je sais pas si c'est ma machine Windows 7 qui me protège. Donc j'ai pas trop gossé pour déactiver les protections, tout ça là. Donc chez vous, si vous le faites avec une machine peut-être sans protection, c'est censé fonctionner. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à le faire, à ouvrir un reverse shell. Donc s'il y a du monde qui arrive, ben merci de me prévenir, quoi. Donc je vais passer en tout cas, vous avez vu le principe du spear phishing, un exemple d'utilisation avec 7. Et puis on voit que le courriel a bien été envoyé avec le payload dedans et on voit ce que ça donne quand on est du point de vue de la victime, quoi. Maintenant on va passer donc au deuxième cas donc la deuxième démo, donc le clonage de site web. Donc 7, on peut cloner n'importe quel site web. Donc nous on va cloner Facebook. Donc donc là on va copier le site de login de Facebook et et puis capturer tous les utilisateurs, comme ça on pourra capturer tous les passwords les identifiants des utilisateurs, quoi. Donc toujours sur 7. Donc là je peux quitter. Hop, donc là je suis retourné dans le menu principal. Voilà. Donc là je suis déjà dans Social Engineering Attack. Donc là je vais mettre le 2 pour Web Attack Vector. Donc là c'est le 3 pour le clonage de site web. Donc là 2 ensuite. Voilà, donc là maintenant je vais mettre mon adresse IP 10.10.198. Voilà. Puis là je vais mettre donc l'adresse de Facebook. Voilà, donc ça prend un certain temps. Donc voilà, donc là j'ai pas mon serveur web qui roule sur ma machine, donc voilà. Donc là, voilà, donc là ça roule. Maintenant il suffit d'aller voir si ça fonctionne bien. 10.10.198. Hop, voilà, donc là j'ai un Facebook comme comme euh, comme le vrai, donc un clone, quoi. Donc là je vais rentrer à n'importe quoi. Voilà, et là il va me rediriger sur le vrai Facebook. Et puis là, là l'utilisateur n'y voit que du feu. Si avec ses cookies il s'est déjà connecté dessus, bah, hop, ça va être vraiment être très transparent. Sinon il verra ce login comme ici, puis il va penser qu'il y a eu un problème de réseau, qu'il s'est trompé de mot de passe ou quelque chose dans le genre. Donc il va pas trop réfléchir. Puis là, voilà, donc là on voit ici les résultats. Donc c'est ça que vous n'avez pas vu. Donc c'est le mot de passe que j'avais rentré. Puis là avec l'adresse mail. Sinon, on peut aller donc dans ce dossier var www html. Hop. Voilà, donc là j'ai fait plusieurs tests avant, mais si vous prenez le plus récent, donc moi, voilà, donc moi c'est celui-là,
je mets ça, et puis voilà. Donc là on a le résultat qui est affiché en console, quoi. Donc, donc voilà. Voilà, on a donc là, si vous arrivez à rediriger tous les utilisateurs de l'entreprise, du réseau local où vous êtes, vous arriverez à capturer, si l'utilisateur ne fait pas attention et rentre ses identifiants, vous allez capturer son mot de passe et tout ça, quoi. Donc voilà. Donc ça c'était pour 7. Maintenant on va passer à N4. Donc on va ouvrir un reverse shell avec N4. Donc on va voir d'abord une utilisation de base avec cet outil. Donc N4, donc ça permet de communiquer entre deux machines. Donc avant N4 c'était Netcat et Cryptcat qui sont toujours utilisés, mais N4 c'est comme la version la plus récente, on va dire. Netcat et Cryptcat, ça fait un petit moment, plusieurs années que ça n'est qu'il n'y a plus de mise à jour, tout ça, quoi. Donc N4, c'est ceux qui ont développé N4, ce sont ceux qui ont, c'est la même équipe qui a développé Nmap. Et utiliser N4 par rapport à Netcat, ça apporte beaucoup d'avantages. Notamment N4 supporte l'IPv6, quoi. Donc utiliser N4 plutôt que Netcat, quoi. Voilà. Donc on peut servir de N4 pour faire un transfert du fichier, scan de port ou ben, ouverture d'un channel à distance pour nous. Donc pour l'utilisation de base, moi je vais donc ouvrir N4. Donc N4 est installé par défaut sur la plupart des distributions Linux. Donc là ce que je fais c'est que je me mets comme en mode serveur, quoi. Et j'écoute tout ce qui rentre vers ma machine sur le port 1, 2, 3, 4, quoi. Donc -L c'est pour mode écoute, donc en mode serveur, et j'écoute tout ce qui passe sur ma machine sur le port 1, 2, 3, 4. Maintenant je vais aller donc sur mon hôte, donc ma machine Debian. Voilà. Hop, et puis là je vais donc N4 est aussi installé par défaut dessus. Puis là je vais juste me connecter à la machine à distance, donc ma machine, mon Kali, donc sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là je suis connecté dessus. Puis là je vais juste envoyer un message. Voilà. Maintenant si je reviens sur mon Kali, voilà, on voit que le message a bien été transmis, quoi. Donc ça c'est vraiment l'utilisation de base. Donc là j'ai fermé la communication. Voilà, donc ça c'est vraiment l'utilisation de base de N4, quoi. Si on veut ouvrir, donc on peut ouvrir un programme avec N4, donc ouvrir un shell, quoi. Par exemple en mettant avec l'option E. Donc là je vais ouvrir donc le shell. Hop, voilà, donc là je me mets en mode écoute, puis là j'exécute la même commande du côté client, donc toujours la même. Voilà, et puis là voilà, donc là j'ai mon shell sur la machine distance. Ouais, je pense que si je fais, voilà, donc là je suis bien sur ma Kali, donc pas sur ma Debian. Voilà, si je vais sur ma Debian, j'ai pas, voilà, j'ai pas le même hostname. Donc là j'étais bien sur ma Kali. Je pense pas être, ah ouais, voilà, donc là quand je ferme la connexion, ça la ferme aussi pour la connexion à distance, quoi. Donc il y a un moyen, il y a un moyen, une astuce pour même si la personne, le client ferme le shell, il y a moyen de garder le shell ouvert, quoi. Enfin bon, bref. Donc là on a bien vu comment ouvrir un shell avec N4. Donc maintenant vous êtes prêt pour faire le deuxième challenge. Donc vous devez ouvrir un shell avec un reverse shell avec sur cette machine là. Je vous recommande l'utilisation de PHP reverse shell. Vous allez avoir besoin de skills en exploitation web. Donc c'est sur les trois challenges qu'on va faire, ça va être le plus dur, quoi. Puisqu'il n'est pas complètement relié à l'exploitation. Donc voilà, donc là vous avez le site web.
et vous devez donc il est vulnérable et vous devez l'exploiter quoi. Voilà, donc je fournirai la réponse après là. Voilà, donc je vais donner la solution pour le le reverse shell. Donc si on va sur le site, voilà, donc où est-ce qu'on peut interagir avec le serveur. Donc si je vais dans l'onglet carrière, je vois que je peux uploader des fichiers. Donc là, je vais juste tester donc en envoyant un PDF. Hop, voilà. Donc là, tout s'est bien passé correctement. Et puis avec un tool comme Nikto, je peux voir assez rapidement que le fichier, le dossier de téléchargement par défaut d'Apache, upload avec un S, est comme accessible au public, quoi. Donc je peux accéder à tous les uploads qui ont été faits avant, à tous les CV d'autres personnes. Donc ça c'est un premier point pour exploiter la machine. Maintenant, maintenant c'est est-ce qu'on peut bypasser le filtre? Est-ce qu'il y a un filtre déjà? Donc je vais paramétrer donc je vais paramétrer voilà, donc je vais paramétrer mon fichier, donc le reverse shell que je vais envoyer. Hop, comme ça. Voilà. Donc je vais. Voilà, donc là on a le code source du fichier. Donc là il faut juste que je modifie mon IP. Point, donc 190, donc c'est point 10. Voilà. Pour le port, je peux le laisser par défaut. C'est pas un problème. Donc voilà, donc là mon reverse shell est prêt. Puis ça, il va falloir que je me débrouille pour le faire exécuter sur la machine l'auto-HF quoi. Donc puis là on a le reste du code là qui montre que ça ouvre des sockets pour ouvrir notre reverse shell quoi. Donc voilà, notre fichier PHP est prêt, donc on va aller tenter de l'uploader. Donc hop, hop, hop. Voilà, malheureusement, il y a un filtre, donc on va essayer de bypasser ce filtre. Je vais essayer avec, donc en changeant l'extension du fichier PHP. Ici, hop, donc je vais essayer, donc en le mettant avec la version 5. Hop, voilà, donc je vais retenter le coup. Voilà. Voilà. Et puis là. Voilà. Voilà, donc ça n'a toujours pas marché. Euh, voilà, donc ça n'a pas fonctionné malheureusement. Donc on va essayer de changer le meme type. Avec Burp Suite. Donc pour ça, il faut juste que j'ouvre que je paramètre mon navigateur pour qu'il soit pour configurer le proxy. Voilà, le temps que Burp Suite s'ouvre. Merci. Allez, hop, hop, voilà. Et voilà.
jour plus tard. Voilà, donc ça roule en Java, donc c'est un peu long. Voilà, donc on y est. Donc je vais donc retenter le coup encore une fois. Hop, donc là j'ai bien j'ai bien capturé quelque chose de ça, puis là je vais changer le MIB type. Hop, puis là je vais mettre donc PHP pour voir si juste changer le MIB type ça suffit. Je lance. Voilà. Donc voilà, we don't know un bloody PHP file. Donc ça n'a pas marché. Si je mets si je change à la fois le nom du fichier, donc en mettant PHP 5 et le MIB type, hop, voilà, donc là je vais mettre PDF, tac, voilà, là cette fois ça marche. Hop, et là si je vais dans le fichier upload, j'ai bien mon reverse reverse PHP 5 qui est là. Je peux l'exécuter sur le serveur distance. Donc là, je n'ai plus qu'à rouler N4 comme précédemment. Voilà. Voilà, donc là je me mets en mode écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Maintenant je vais... Voilà, donc là je suis en train d'exécuter le fichier PHP. Et là, hop, voilà, nous avons notre overshell. Et là, si je regarde dedans, voilà, je suis bien sur la machine distance, donc en www.data, mais je suis bien sur la machine distante quoi. Donc là-dedans il y a un flag qui est quelque part. Ah voilà, je peux aller regarder qui est dans le code source de voilà. Donc là je suis dans le code source donc là j'ai accès à tous les fichiers PHP du serveur. Puis là si je vais dans flag.php, hop là, voilà. Donc là, j'ai le flag ici et j'ai réussi le challenge, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était pour N4. Voilà. Et puis là, je viens de fermer, donc il m'envoie une erreur là-dessus. Donc là, c'était pour une démo pour N4. Maintenant, on va passer à la dernière partie, donc le craquage de mot de passe. Donc voilà. Donc je vais commencer une introduction là-dessus. Donc une fois que vous avez donc hacké la machine, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas les privilèges administrateurs sur les machines qu'on a compromises. Et puis une des solutions, c'est donc de craquer les mots de passe qui sont accessibles sur la machine, quoi. Puis idéalement ceux qui ont plus de privilèges que le compte qu'on a hacké, quoi. Et puis même en étant admin, avoir les mots de passe d'autres utilisateurs, ça va si ils sont identiques à leur mot de passe sur leur courriel ou si c'est les mots de passe, si c'est un mot de passe admin sur une autre machine, le fait de les craquer, ça va nous permettre de pirater d'autres machines, quoi. Donc la première chose à faire quand on a
pénétrer une machine avec Metasploit, c'est de récupérer le ou les fichiers de mot de passe du système, quoi. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les mots de passe sont la grande majorité du temps chiffrés. Si ce n'est pas le cas, changer de système d'exploitation. Normalement, 100%, je veux dire, normalement les mots de passe sont censés être hachés. Et pareil pour les sites web, tout ça là. Si c'est pas le cas, il faut vraiment changer de site web là. Donc, donc voilà, donc la plupart du temps les mots de passe sont chiffrés avec un algorithme de hachage à tel chatou. Donc ces mots de passe chiffrés, on les nomme des hashes. Le principe d'un hash, c'est de ne pas être réversible. Donc par exemple, on a le mot de passe password qu'on hash avec SHA-1 et ça nous donne le hash ici. Et puis à partir de ce hash, il est impossible de récupérer password, quoi. Donc c'est ça le principe, quoi. Pour craquer un mot de passe, en fait, on va hasher le mot de passe avec avec différents algorithmes. Et si le hash résultant est identique au hash stocké dans la machine, alors on a réussi à craquer le mot de passe. Donc théoriquement, il n'est pas possible d'obtenir un hash identique, une collision, à partir de deux mots différents, quoi. En pratique, c'est pas toujours vrai, quoi. Donc voilà, donc là on essaye avec QWERTY, avec MD5, on voit que c'est pas le même. On essaye avec SHA-1, on voit que c'est pas le même. On essaye avec d'autres, avec un 2, 3, 4, 5, ça marche pas. Puis là on essaye avec Passport MD5, ça marche pas non plus. Puis là on essaye avec Passport, on hash avec SHA-1. Et puis là hop, c'est le même hash. Donc là on a réussi à craquer le mot de passe comme ça, quoi. Donc voilà. Puis pour effectuer ça, il existe plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Donc la première, c'est l'attaque par dictionnaire. Donc en fait on utilise un dictionnaire de mots de passe et on les hache toutes et puis on compare avec le hash qu'on a, quoi. Donc il faut suivant la machine cible, il faut adapter le dictionnaire, quoi. Donc, par exemple, si c'est un anglophone, on utilisera un dictionnaire anglais. Si c'est un francophone, on utilisera un dictionnaire français, etc., etc. Donc, un dictionnaire peut facilement faire plusieurs gigaoctets. Donc, à Linux, on a déjà des mots de passe par défaut, des dictionnaires déjà accessibles. Donc, si je vais Ouais, si je vais là-dedans, voilà, donc là j'ai plusieurs codes disponibles. Et puis nous on utilisera rockyu.txt, quoi, pour effectuer nos attaques par dictionnaire. Donc c'est un dictionnaire connu, quoi. Donc voilà, donc une deuxième technique c'est l'attaque par brute force donc ça consiste à tester toutes les combinaisons possibles de mots de passe. Donc suivant la robustesse de mots de passe, ça peut prendre quelques secondes ou un temps infini, quoi. Donc cette méthode est toujours utilisée en dernier recours quand les autres techniques ont échoué, quoi. Puis on verra plus loin avec H4 comment optimiser cette attaque. Donc dernière technique, c'est les rainbow tables, quoi. Donc les rainbow tables, c'est une structure de données spécial qui nous permet de retrouver un grand nombre de mots de passe dans un temps plus court que la méthode par brute force, et qui a une taille beaucoup moins grande qu'un dictionnaire qui contiendrait tous ces mots de passe, quoi. Donc voilà, donc pour construire une rainbow table, donc je vais passer au schéma tout de suite, ça sera plus simple. Voilà, donc là, dans l'exemple suivant, on construit donc la première entrée dans la rainbow table. Donc le principe est assez plus ou moins simple. Donc on a un mot de passe, donc AAAA. On hash ce mot de passe donc avec l'algorithme de hashage qu'on veut tester. Donc on a donc le hash qui en résulte. Et puis là, on utilise donc une fonction de réduction spécifique à la rainbow table pour,
pour faire un rainbow table, la fonction de réduction va nous fournir un autre mot de passe à partir du hash. Le principe de la fonction de réduction, c'est que si on lui donne plusieurs fois ce hash, elle nous renvoie toujours le même mot de passe, quoi. Voilà. Donc ensuite, à partir de ce mot de passe, on refait les mêmes étapes. Donc on hash le mot de passe, donc on obtient ce hash, et on le réduit avec la fonction de réduction pour obtenir un autre mot de passe. Puis là on le fait donc un nombre défini de fois. Donc dans notre exemple on l'a fait 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Et puis là on obtient notre hash. Et puis là on a notre première entrée dans la table. Donc ça on a construit notre première entrée dans la rainbow table. Donc on refait la même chose pour une deuxième entrée, donc avec ce mot de passe là, queer, hop, donc on refait ça 4 fois, et puis là on obtient notre deuxième entrée dans la table. Donc là on fait ça plusieurs fois pour construire notre rainbow table. Ensuite, une fois notre rainbow table construite, comment faire pour craquer un mot de passe avec la rainbow table? Donc, par exemple, on a le hash suivant, 26, 26 etc. Comment faire pour le craquer avec la rainbow table? Ben, celui-ci est directement dans la rainbow table, quoi. Donc pour le reconstituer, bien, il suffit de reconstituer la chaîne à partir de queer. Donc ici, hop, on va là, on refait tout le calcul, et puis hop, on finit par tomber sur le hash, et puis là on sait que c'est OMHF qui est le mot de passe qui correspond à ce hash, quoi. Voilà. Ensuite, si on souhaite craquer 4A, 3, 8, 8, etc., celui-ci n'est pas dans la table, quoi. Donc, il faut qu'on effectue sur chacune des lignes les opérations de réduction et de hash, quoi. Donc, si je l'effectue sur AAA, là, j'effectue donc tac, j'ai ce hash, je réduis, je fais le hash, et hop, j'ai le hash qu'on a essayé de craquer, puis hop, j'ai donc le mot de passe qui est craqué, donc HUXK. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc la suite, voilà, maintenant vous savez comment fonctionne une rainbow table. Donc c'est quoi, je vais couper, quoi, de toute façon. Je vais attendre 10 secondes. De toute façon, je vais dans la coupure. Ok, aussi. Donc voilà, vous connaissez maintenant le principe pour construire une rainbow table et comment ça marche. Pour en savoir plus sur les fonctions de réduction, j'ai pas trouvé de doc là-dessus. C'est assez complexe visiblement. Je pense que ça demande, je pense, d'être cryptanalyste ou quelque chose dans le genre. Donc on verra pas comment les fonctions de réduction marchent en détail, quoi. Donc ensuite. Donc là, on a vu que par exemple, pour stocker 100 millions de mots de passe, bien, il suffit donc avec une rainbow table de générer une table qui contient 100 000 lignes avec des chaînes de longueur 1000, quoi. Donc on ferait 1000 fois le hash et la réduction, quoi. Donc ainsi, on stocke donc dans un fichier de 2 hameaux une table qui pèserait 2 gigaoctets dans le cas d'un simple dictionnaire, quoi. Donc on a fait un gros gain de taille, et puis ça nous permet d'aller plus vite que l'attaque par brute force. Par exemple, pour craquer n'importe quel mot de passe d'au-plus 9 caractères alphanumériques haché en MD5, on a donc une rainbow table qui fait moins de 1 teraoctet et qui permet de retrouver le mot de passe en quelques minutes, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va voir Hydra. C'est un logiciel donc de craquage de mots de passe en ligne, donc comme SSH, Telnet ou FTP.
Donc comme tout se fait en ligne, le craquage de mot de passe est beaucoup plus lent que hors ligne, quand on a dumpé le fichier de mot de passe. Et en plus, bien sûr, il est vraiment pas discret, quoi. Donc idéalement, on évite l'attaque par brute force avec Hydra. On va plutôt utiliser une attaque par dictionnaire, quoi. Donc c'est ce qu'on va faire sur la machine 10.10.20.105, donc le serveur SMTP. Donc l'utilisateur Acme de cette machine a un mot de passe très faible et on va pouvoir le craquer donc avec le dictionnaire ROCU avec cette commande, quoi. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Donc ça c'est l'adresse de notre cible. Donc SSH, nom du service, -L Acme, donc le nom de l'utilisateur, -P ROCU, le dictionnaire, -S22, donc ça c'est le numéro du port, au cas où si ce n'est pas celui si ce n'est pas 22 par défaut, ça peut être utile. -V, donc c'est mode verbeux, et -V c'est pour voir toutes les tentatives qu'on a fait avec le dictionnaire. Donc je le lance. Voilà, et voilà, là, voilà. Donc là il a testé 88 mois jusqu'à trouver le bon mot de passe, donc Naruto, quoi. Donc c'est allé assez vite. Et voilà, donc on a terminé et on a donc le bon mot de passe, quoi, pour se connecter dessus, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, pour le craquage de mot de passe donc hors ligne, il faut d'abord donc récupérer les fichiers qui contient les mots de passe. Donc l'allocation de ce fichier diffère suivant le système d'exploitation utilisé. Donc avec Meterpreter, on peut récupérer, en ayant un accès administrateur, on peut récupérer donc le fichier de mot de passe avec la commande hdump. Donc sur Linux, les informations des comptes utilisateurs sont dans /etc password. Mais pour protéger les mots de passe, ils sont stockés dans ETC, plutôt dans ETC Shadow, qui lui n'est accessible qu'avec les droits administrateurs. Ce fichier ETC password est accessible à tout utilisateur, quoi. Par défaut, c'est accessible à tout utilisateur, quoi. Donc dans un fichier Shadow, sur chaque ligne qui correspond au mot de passe d'un utilisateur, chaque champ est séparé par un 2 points. Donc, donc le premier champ c'est le nom d'utilisateur, le deuxième champ c'est donc le mot de passe, le troisième champ c'est donc le timestamp, donc ça nous indique le dernier changement du mot de passe. Donc plus c'est gros, plus ça fait longtemps que le mot de passe n'a pas été changé. Et le reste des champs, ce n'est pas important pour le craquage de mot de passe. Donc vous pouvez aller voir la doc si vous voulez en savoir plus sur ça. En tout cas, pour les trois premiers, pour craquer un mot de passe, c'est ce qui nous intéresse le plus, quoi. Voilà. Donc, sur un hash et dans un fichier etc shadow est séparé en trois parties, donc par un dollar, quoi. Donc le premier, donc c'est un nombre qui indique quel est l'algorithme de hachage qui est utilisé. Et donc dans notre exemple 1, ça correspond au MD5. Ensuite on a le cell, donc c'est qui est utilisé sur le mot de passe. Donc un cell, c'est une chaîne qu'on combine au mot de passe pour compliquer le craquage, quoi. Puis ensuite on a donc le hash combiné avec le cell, quoi, donc qui ressemble à ça, quoi. Donc voilà, j'ai rouvert le revers shell sur la machine Linux vulnérable. Et là je vais aller afficher
donc le fichier de mot de passe. Voilà, donc ce fichier de mot de passe, il faut donc le conserver. Donc on peut le copier-coller. Et puis donc par la suite, ensuite on extraira les hashes et on pourra les craquer ensuite, quoi. Voilà. Donc ensuite pour SAM, donc le fichier SAM, donc sur Windows, le fichier qui contient les mots de passe s'appelle Security Account Manager, donc c'est SAM, et est situé dans C Windows System Config. Voilà. Donc de la même façon que sur ETC Shadow, les champs sont séparés par des 2 points. Donc on a le nom d'utilisateur, l'ID, le HLM et le hash NTLM. Le HLM n'est plus utilisé dans les versions Windows récentes. Seul le hash LTLM est utilisé. Donc c'est sur ce hash qu'on va se concentrer pour le craquage de mot de passe, quoi. J'ai rouvert un shell Meterpreter sur la machine Windows XP. Et puis donc là j'ai dumpé la liste le fichier SAM. Et puis là avec la commande hdump, et puis là j'ai toute la liste des donc utilisateurs avec les hash, quoi. Donc ça aussi il faut le copier-coller pour craquer le mot de passe pour la suite, quoi. Donc on va passer à H4. Donc H4 c'est donc un logiciel de craquage de mots de passe. Multiplateforme, il supporte un grand nombre d'algorithmes d'encryption. Donc il utilise la puissance du GPU et du CPU, donc on n'utilisera pas, il vaut mieux ne pas l'utiliser via une machine virtuelle pour profiter pleinement de l'outil. C'est mieux d'avoir une GPU qu'un CPU. Parce que sa vitesse de calcul est bien plus grande que le CPU. Parce que le GPU a un bien plus grand nombre de cœurs que le CPU, quoi. Donc on va donc craquer notre fichier ETC Shadow. Donc d'abord on va extraire les hashes dans ETC Shadow. Normalement, vous êtes censé avoir que des lignes avec ça. Donc si voilà, donc là vous avez que le fichier est censé contenir que ça. Le reste c'est supprimé. Donc pour le premier, on va faire une attaque par dictionnaire. Donc voilà. Donc moi je suis sur Windows, sur Linux il y a des problèmes pour faire fonctionner H4 avec je pense les drivers OpenCL. Donc j'utiliserai Windows pour la démo. Donc j'ai téléchargé donc H4 3.20 sur le SourceForge. Et puis donc moi je suis en 64 bits, donc j'utilise cet exécutable. Donc -m 500 c'est pour les mots de passe MD5 Unix, donc ce qui est notre type de hash. -A0 ça signifie attaque par dictionnaire. Shadow.txt, donc c'est ce fichier là avec tous les hashes. Et rawq.txt, donc c'est notre dictionnaire, quoi. Donc suivant la puissance de votre GPU ou CPU, ça prendra plus ou moins de temps. J'ai une GTX 780, donc moi c'est assez rapide quand même, quoi. Beaucoup plus rapide que voilà. Voilà, donc là on a déjà les quelques résultats. Si j'appuie sur S, je vois le reste de temps que ça me prend, donc 32 secondes pour faire
rouler tout le dico là, donc on voit le nombre restant, donc là il fait déjà 15%. Donc c'est beaucoup plus rapide que le CPU Célodon que j'avais durant l'atelier. Ça va, voilà, c'est bientôt terminé, il n'en trouvera pas d'autres. Donc là on voit les résultats ici là. Donc on a 3 mots de passe craqués. Voilà, donc là il me dit que c'est fini. Puis là on peut voir les résultats dans ce fichier podfile. Hop, voilà, donc là j'ai les hashes associés au mot de passe qu'on a craqué quoi. Donc ça c'était pour l'attaque par dictionnaire. Maintenant on va voir donc les masques. Donc un gros avantage d'H4 ce sont ces masques. Donc un masque en fait ça consiste à tester seulement certains sets de caractères en fait, certains ensembles de caractères. Donc, par exemple seulement des lettres minuscules ou des chiffres par exemple. Donc il y a de bonnes chances que certains mots de passe ne comptent que des chiffres ou des lettres. Donc si on teste seulement ces possibilités, ça nous permet de faire un gain de temps assez énorme qu'une simple attaque par brute force en essayant toutes les possibilités tous les caractères du clavier, quoi, tous les caractères imprimables. Donc voilà les masques de H4. Donc c'est les ensembles de caractères intégrés. Donc on a donc les lettres minuscules avec point d'interrogation L, les lettres majuscules avec point d'interrogation U, les chiffres avec point d'interrogation D, les caractères spéciaux avec point d'interrogation S, l'espace est inclus. Et puis ensuite point d'interrogation A, donc ça c'est tous les caractères imprimables, là, donc l'ensemble de ces quatre ensemble de caractères intégrés. Puis ensuite si on veut vraiment tout tester à fond, donc on peut utiliser toutes les possibilités qu'un octet, toute valeur qu'un octet peut prendre, donc de 00 à FF, là, donc ça c'est les valeurs en hexadécimal. Donc avec point d'interrogation D, donc D c'est pour byte. Puis si on souhaite seulement utiliser le point d'interrogation, il faudra utiliser deux points d'interrogation dans notre masque, quoi. Voilà, donc là on va craquer donc level 2. On sait que level 2 n'est constitué que de chiffres. Donc on va essayer avec un masque de 7 chiffres, quoi. Donc voilà. Donc toujours le même type de hache. Là je mets -i pour incrémente en fait, pour qu'il commence pas directement à un mot de passe de 7 caractères, mais qui commence par 1, ensuite taille de 2, taille de 3, taille de 4, etc. jusqu'à 7. -A3, donc ça veut dire attaque par masque. -1, donc ça c'est la variable que je définis, donc qu'on utilisera plus tard ensuite. Donc là, point d'interrogation D, donc c'est pour les chiffres. Level 2, donc c'est qui contient notre hache de level 2 seulement. Et puis là c'est notre masque. Donc là j'utilise le numéro de la variable. Avec H4 on peut utiliser 4 variables, donc -1, -2, -3, -4. Bien sûr j'aurais pu mettre directement à la place de 1 des dés, ça aurait marché aussi, quoi. Donc voilà. Donc je lance l'attaque, enfin le craquage de mot de passe. Voilà, donc là on voit qu'il est en train de faire voilà, donc là on vient de finir. Puis là on voit qu'il a fait qu'il a commencé d'une taille de 1 ici, une taille donc là il y avait 10 possibilités. Ensuite taille de 2, donc 100 possibilités. Puis là 3, 4, 5, 6 et 7. Et puis là à 7 il a fini par trouver le bon chiffre, quoi. Donc on a craqué le mot de passe assez rapidement, là, d'une longueur de 7, quoi. Voilà.
Donc on va passer maintenant à un autre exemple avec donc le level 3. Donc on sait que le mot de passe a une longueur de 9 caractères. Les quatre premiers caractères, donc c'est des lettres minuscules, et les 5 derniers, c'est la chaîne donc underscore 2016 quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai pas à mettre le $i, parce qu'on sait que c'est le mot de passe fait une longueur de A4 premiers caractères des lettres minuscules. Donc là, je mets donc L ici en variable. Et puis là, je mets le donc underscore 2016 à la fin. Voilà, donc là ça a pris même pas une seconde, donc j'ai craqué le mot de passe, le mot de passe ici. Maintenant, voilà, donc là on a vu à peu près la durée que ça prend. Donc là je rappelle que j'ai une GPU, donc une GTX 780, donc pour moi c'est très rapide. Si vous avez une carte graphique équivalente, c'est censé prendre à peu près le même temps de calcul. Sinon, ça peut prendre plus de temps. Normalement, c'est pas censé, sur les exemples que j'ai pris, avec un CPU vraiment bas de gamme, un Célodon, ça a pris tous les variantes, même les challenges, ça a pris une demi-heure maximum à chaque fois pour craquer les mots de passe quoi. Donc là, à titre d'exemple, donc pour craquer des mots de passe sur des HMD5 avec un CPU donc bas de gamme, donc j'ai testé ça avec un Célodon. Donc 9 chiffres, ça prend quelques secondes. 6 chiffres donc ou lettres minuscules, donc moins 30 secondes. 5 caractères imprimables 2 minutes. 7 lettres minuscules 2 minutes. 6 caractères alphanumériques 4 minutes. 6 caractères imprimables 2 heures, et puis là ça monte de façon exponentielle, 7 caractères imprimables 8 jours, et 8 caractères imprimables 3 ans. Donc avec mon GPU, je pense que ça prendrait beaucoup moins de temps. Mais là vous avez à peu près un ordre de grandeur pour un CPU bas de gamme de combien de temps ça peut prendre pour craquer un mot de passe quand on a les bons masques quoi. Donc maintenant c'est le temps pour le dernier challenge. Donc avec le fichier SAM qu'on a récupéré précédemment sur la machine de XP, il faut que vous craquiez le level 4 et le level 5 quoi. Donc vous avez les informations suivantes pour chacun des mots de passe pour construire votre masque. Donc pour le level 4, les 4 premiers caractères sont constitués de lettres minuscules et les 4 derniers de lettres majuscules quoi. Et puis pour le level 5, donc on sait que le mot de passe débute par nov underscore, suivi de 4 lettres donc en majuscules ou minuscules, suivi d'un caractère spécial et finissant par underscore 2016 quoi. Donc en suivant les exemples que j'ai fait précédemment, c'est censé être assez facile quoi. Donc voilà. Donc je vais donner la réponse. Donc c'est pour le level 4, voilà. Donc pour le level 4, là il fallait changer donc de type de hash pour 1000 qui est le hash NTLM pour voir l'aide donc avec donc sur Windows, sinon c'est man h4 sur Linux. Sur Windows, on tape cette commande là. Puis là, vous avez la liste des hash ici. Et puis là, en fouillant un petit peu, vous trouvez donc 1000 quelque part. Je crois que je l'ai sauté. Voilà, 1000 NTLM là, donc c'est ça que je vais utiliser. Et puis pour le ND5, voilà, donc là c'était Cisco, mais c'est également aussi Unix MD5 qui est quelque part plus haut. Voilà, donc là on voit MD5 crypt de $1, MD5 unique, donc là c'est pour
ce qui était stocké dans Shadow de Metasploitable. Donc là, je vais faire avec level 4. Voilà, donc là j'ai mis deux variables ici, donc le premier pour les lettres minuscules et le deuxième pour les lettres majuscules. Donc là j'aurais pu très bien remplacer les 1 par des L et les 2 par des U. Donc là je vais lancer l'attaque. Voilà, donc pour moi ça prend 20 secondes. Je pense que si vous avez seulement un CPU, ça prendra plusieurs minutes, quoi. Si c'est pas loin d'une demi-heure, quoi. Ça dépend de la puissance de votre CPU, quoi. Avec une carte graphique, c'est beaucoup plus rapide là. Donc on voit qu'il y a un énorme gain de temps en utilisant une carte graphique. Donc là on voit que le mot de passe a été craqué ici. Donc là on a un résultat. Alors, je vais faire pour le level 5. Voilà, donc là, pour donc la même chose au début, puis là ici pour la variable j'ai mis LU, donc les deux sets, donc là ça fait l'ensemble de les lettres minuscules et les lettres majuscules, comme ça on teste toutes les combinaisons. Ensuite, donc level 5 en XT, nov underscore pour le début du masque, point d'interrogation 1 4 fois, puis là point d'interrogation S ici, underscore 2016. Donc là, je vais lancer l'attaque. C'est censé être assez court là. Voilà, donc moi ça n'a même pas pris une seconde. Voilà, et j'ai craqué le mot de passe ici. Donc maintenant, si je fais type, voilà, vous avez tout ça comme résultat. Voilà, donc ça c'est tous les mots de passe qui sont craqués avec associés à leur hash, quoi. Donc voilà, donc j'ai la démo pour H4 est terminée. On va finir avec OPHCrack. Donc OPHCrack est un logiciel de craquage de mots de passe utilisant les Rainbow Tables. Donc il ne craque que les hash, LM et NTML. Il fonctionne sur Linux mais n'utilise pas le GPU. Il faut utiliser Windows pour ça. Donc plusieurs Rainbow Tables sont disponibles gratuitement en téléchargement. Donc on voit ici, donc il en fournit 4. Voilà. Donc nous pour craquer level 6, donc je vais utiliser XP. On peut utiliser un de ces deux en fait. La différence entre les deux, c'est que lui est plus petit, mais craquer le mot de passe prendra plus de temps. Je pense que ça prend quelques minutes. Lui par contre est plus gros, mais sa vitesse de craquage est plus grande, quoi. Donc lui ça prendra moins d'une minute, quoi, à tout tester, quoi. Donc je vais utiliser celui-là. Donc pour craquer des autres hash, donc autres que LM et NTML, on utilisera Rainbow Crack. Par contre, il faut télécharger soi-même ou utiliser sa propre Rainbow Table, quoi, pour utiliser le logiciel, quoi. Donc c'est pour ça que j'utilise OPHCrack, et parce que il est plus accessible, quoi. Il fournit déjà des Rainbow Tables, quoi. Donc là j'ai lancé le logiciel. Je vais loader mon dump, mon SAM, le dump du FISAM. Donc voilà, hop. Donc là j'ai tous mes autres hash. Là je vais aller chercher, donc je vais charger ce dictionnaire que j'ai téléchargé. Donc d'habitude ils sont tout le temps là. Donc je prends le bon et puis je sélectionne le dossier et c'est bon. Et ensuite on a en vert et j'appuie sur OK. Voilà. Donc tout est prêt. On n'a plus qu'à cliquer sur crack. Et là on va voir le temps que ça prend. Voilà, donc on a vu, ça prend quelques secondes. On vient de craquer donc level 6, on vient de craquer aussi level 1.
on n'arrivera pas à craquer level 5 avec, tout simplement parce que le set de caractères n'inclut pas, dans la Rainbow Table, n'inclut pas le underscore, quoi. Donc voilà, donc là ça va continuer, mais il trouvera rien de plus. Donc là on a déjà nos deux mots de passe. Donc on a craqué en quelques secondes un mot de passe, une chaîne de caractères complètement random avec chiffres, lettres majuscules et lettres minuscules de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caractères de long, quoi. 12 caractères de long, quoi. Donc ça va assez vite avec les Rainbow Table, quoi. Je vais donc finir l'atelier en conclusion sur comment protéger son mot de passe. Donc pour le hachage des mots, donc il faut utiliser des algorithmes récents et conçus pour ça, donc pour hacher les mots de passe, pour protéger les mots de passe. Puis le MD5 faut éviter parce que ce n'est pas fait pour ça, et le temps de calcul, le temps de hachage avec un MD5 est très court, donc c'est beaucoup plus rapide de craquer un mot de passe, de brute forcer un mot de passe en haché en MD5 à cause de ça. Et puis pareil pour le SHA-1 qui est obsolète, donc on préférera utiliser donc le SHA-512, le Blowfish ou PBKDF2 qui sont donc des algorithmes vraiment conçus pour ça et solides à ce jour, quoi. Il faut aussi saler ces mots de passe, donc ça va compliquer la tâche de l'attaquant. On peut aussi hacher plusieurs fois le mot de passe pour allonger l'attaque par brute force, quoi. Donc la taille minimum pour un mot de passe secure c'est de 10. Puis bien sûr ça change d'année en année avec les nouvelles technologies et la puissance, donc l'arrivée de machines qui sont toujours plus puissantes, quoi. Donc faut toujours se renseigner un peu sur quels sont les derniers algorithmes de hachage qu'il faut utiliser. Voilà. Donc puis un mot de passe devrait bien sûr être constitué toujours d'au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial, quoi. Voilà. Donc pour le problème c'est comment mémoriser un mot de passe solide facilement. Moi, ma technique, c'est, je me rappelle une phrase dans ma tête, une parole de chanson, citation, n'importe quoi. Je prends toutes les premières lettres de cette phrase et j'alterne minuscules et majuscules. Ensuite, je place un chiffre quelque part dans cette chaîne de caractères. Et puis ensuite, je place un caractère spécial là-dedans, quoi. Puis là, ça fait un mot de passe solide, quoi. Donc par exemple, ici j'ai la phrase j'adore la poutine éloquée mais je préfère le hacking. Donc là ça donne cette chaîne. Donc J majuscule, L minuscule, P majuscule, E minuscule, etc. Donc voilà. Ensuite, donc là je me trouve un chiffre, donc j'ai pris celui-là, donc Elite en Lydique, je crois. Donc là je le place au début du mot de passe, donc 3, 1, 3, 3, 7. Hop, et puis là pour finir, donc je place mes caractères spéciaux, donc avec dièse, bla, dièse, bla, dièse. Donc là on a un mot de passe qui est solide et dont on va se rappeler facilement, quoi. Voilà, donc c'est terminé pour le dernier atelier de la session. Voilà, ben merci d'avoir suivi mes ateliers. Pour la session prochaine, il y aura sûrement d'autres ateliers, mais ce n'est pas moi qui vais les donner, quoi.